remercier tout le monde présent aujourd'hui. Bon, toute la commission est ici, mais je voudrais dire que la commission de formation professionnelle est composée d'Irina Niculescu, Greta Bruggemann, Marta Dam, Marek Vaskil, Lise Messica, Anurupa Roy, Kata Chateau, Philippe Sidre, Paul Ballardin, Van Feng Hu, Yanni Young, Alessandra Micarelli, Nina Fogel et Patricia Gomis. Je vous souhaite la bienvenue à cette première réunion de nombreux que nous aurons avec différentes institutions de formation de différentes parties du monde et avec différentes approches pédagogiques et philosophiques. Bon, la pandémie nous a enfermés pendant un certain temps, mais elle nous a également donné la possibilité d'avoir des communications en ligne plus fluides, ce qui, bien qu'évidemment différent des réunions de face en face, nous rapproche un peu plus. Je veux dire que ce projet prend forme à partir d'une idée de notre ami Marek Vaskil et qu'ensemble, tous les membres de la commission travailleront pour tenir une réunion, peut-être tous les mois, nous ne savons pas, mais peut-être tous les mois, où nous contacterons chaque école pour en savoir plus sur ce qu'on peut connaître dans leur site web, surtout quelle est la raison d'être de chaque cours, les buts, la philosophie de chaque programme est mieux que notre. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager un moment avec Philippe Sidre, qui, comme vous le savez bien, il est le directeur de l'école supérieure des arts de la Maronnette, Margareta Niculescu. Donc, nous parcourons l'essentiel de cette manière particulière d'aborder la formation professionnelle. Et dans la fin de la présentation, nous pouvons commencer par les questions. Je vous suggère de les écrire dans le chat. Et Nina Fogel et Paulo Ballardin collaboreront à l'organisation de les dialogues ultérieurs. Sorry, my French. Sans plus tarder, je donne la parole à Philippe, que je remercie tout particulièrement pour cette rencontre. Merci Philippe. Je te remercie Tito, je vous remercie tous les uns les autres. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première rencontre. J'ai préparé à votre intention un PowerPoint que je vais vous diffuser par écran partagé. Ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Et ensuite, comme l'a dit Tito, après les 20 minutes de présentation, vous pourrez poser des questions, mais même pendant la présentation, par le chat, vous pouvez également poser des questions et j'essaierai de répondre voilà, à toutes vos questions après. On fera un petit échange sur la pédagogie qui est travaillée ici à l'ESNAM, sur la manière dont ça s'articule. Je parlerai aussi un petit peu de la recherche, du centre de documentation, enfin de diverses choses qui sont autour de l'enseignement des arts de la marionnette. Donc je vous parle de Charleville-Mézières, je suis à l'Institut, dans mon bureau, au-dessus de la place Churchill, voilà, où il fait un temps moyen aujourd'hui. On a une tempête cette nuit, mais là tout va bien, ça a l'air de se calmer. Donc je vous partage mon écran. On a fait des essais avec Tito, normalement ça fonctionne. Vous voyez mon écran? Oui, oui, ça va, ça va. Oui. Ça va? Oui. Oui. Alors je vais passer la première diapo, puisque c'est la diapo de la rencontre. En espérant que... Voilà. Voilà.
Deuxième diapo. Donc, je vais vous présenter la formation qui se déroule à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. Mais auparavant, pour vous expliquer un peu le contexte de cette école qui est vraiment très particulière, je vais vous faire un petit historique très rapide sur comment cette école est arrivée à Charleville-Mézières, en reprenant l'histoire que vous connaissez certainement de Jacques Félix et de Margareta Nicolescu. Donc, comme vous le voyez, l'école elle porte le nom depuis le mois de septembre de Margareta Nicolescu. Sur son fronton, on a une cérémonie très émouvante à laquelle assistait Irina, que je remercie encore d'être venue pendant le Festival mondial au mois de septembre. Alors, où c'est Charleville-Mézières? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément Charleville-Mézières, comme je ne savais pas à qui je m'adressais, mais je pense que vous connaissez. Donc, la place Ducale. Et j'ai fait un petit zoom. Voilà, donc ça se situe en France. C'est sur ce qu'on appelle la zone frontalière avec la Belgique et le Luxembourg. Donc, on a cette chance-là, en fait, déjà d'être très international à Charleville, puisqu'il suffit de faire 15 km et nous sommes déjà en Belgique. C'est vraiment tout près. Alors, pourquoi une école de marionnettes à Charleville-Mézières? Un petit peu d'histoire. Vous avez une photo où on voit Jacques Félix et Margareta Nicolescu. Alors, en 1945, car un petit peu avant même, Jacques Félix a fait un stage, donc il est de Charleville-Mézières, il fait un stage à Nancy, pas très loin de Charleville-Mézières, avec Jocondé, et le virus de la marionnette le prend, il rentre à Charleville et il crée une troupe qui s'appelle toujours, d'ailleurs, qui existe toujours, même si elle est plus active, mais c'est elle qui porte le festival mondial, les petits comédiens de chiffon. Elle présente cette troupe, ces spectacles un peu partout, à l'étranger, en France et à l'étranger, dans les années 1940, 1950, 1960. Et en 1961, pendant 3 jours, il y a un accueil d'un congrès national des guignolistes, donc guignols, voilà, qui pratiquaient le guignol, et des marionnettistes, et qui se produisent dans des salles à Charleville-Mézières. Et c'est considéré comme le premier festival mondial de Charleville-Mézières. Dans les années 1960-70, le festival devient véritablement international et là, son succès fait le tour du monde. C'est complètement lié avec l'histoire de l'UNIMA, bien sûr. Une photo de l'Institut international de la marionnette dans lequel je me trouve actuellement. C'est là que tout a commencé. Et donc en 1981, c'est là que Jacques Félix et Margareta Nicolescu fondent avec d'autres, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on n'a pas assez de temps, mais fondent avec d'autres l'Institut international de la marionnette, avec une idée de départ qui était de dire, voilà, les marionnettistes, Jacques Félix disait, les marionnettistes en France n'ont pas d'école et se forment très très peu, ou en tout cas se forment directement dans les ateliers en se transmettant des techniques ou des manières de travailler les arts de la marionnette. Et il est vraiment très important de mettre en place, de structurer un enseignement à la hauteur des arts de la marionnette. En même temps que l'organisation de stages, de différents stages internationaux, où Margareta fait venir à Charleville des grands maîtres de la marionnette, mais aussi d'autres artistes très très connus dans le monde à cette époque-là, se crée un centre de documentation à partir d'un fonds qui a été donné à cette époque-là. Et en 1987, je vais passer très très vite, il y a donc l'ouverture de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, donc il y a aujourd'hui presque 35 ans. En 1988, il y a le lancement de la revue Puck et la mise en place d'éditions au sein de l'Institut. En 2009, donc là, je passe très très vite parce que c'est pas l'essentiel de la présentation,
mais c'est important. En 2009, il y a un projet qui est lancé sur la création d'un portail numérique reprenant tout ce qui existe sur les arts de la marionnette au niveau national et aujourd'hui même dans d'autres pays. En 2012, le centre de recherche, qui est dirigé par Raphaël Fleury à l'époque, qui est donc chercheuse, docteur et chercheuse, et elle rejoint le centre de documentation, et donc le centre de documentation devient aussi un centre de recherche. En 2015, une date importante pour l'école sur le plan de l'enseignement, puisque l'Institut obtient la création d'un diplôme national supérieur, ce qui n'était pas le cas auparavant, un diplôme national supérieur professionnel qu'on appelle en France le DNSP, de comédiens, spécialité acteurs marionnettistes. On est toujours aujourd'hui les seuls sur le territoire national en France à délivrer ce diplôme, qui est reconnu par le ministère de la Culture. Et puis en 2016, la création de la chaire de recherche ICIMA, qui est partagée avec l'École nationale des arts du cirque, qui permet de croiser aussi les disciplines marionnettes et cirque. En 2017, le ministère de la Culture décide, un petit peu avant, parce que ça s'est pas construit en une seule journée, décide en fait de créer un bâtiment dans un ancien magasin qui avait été acheté par Jacques Félix dans les années 80, et devient donc l'École nationale supérieure de la marionnette, comme vous le voyez sur cette image. Donc l'école ouvre à ce moment-là, et en 2020, il y a la création d'un pôle recherche et innovation complètement autonome à ce moment-là. Et en 2021, comme je le disais tout à l'heure, voilà, l'école prend le nom de École Margarita Nicolescu, pour les 40 ans de l'Institut. Alors on en vient à l'école. Voilà, je vous ai remis une petite diapo. L'école, c'est une école internationale avec des étudiants français et étrangers qui viennent de tout pays. On a à peu près, alors sauf sur cette promotion actuelle, parce qu'à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu accueillir lors du concours des étudiants étrangers, mais on va pouvoir en accueillir après en Erasmus. Mais c'est à peu près entre un quart et un tiers selon les promotions. Nous sommes actuellement à la 13e promotion. Ce sont des études de 3 ans, je vais y revenir tout à l'heure. Des enseignants aussi français et étrangers, essentiellement des artistes qui viennent de partout dans le monde, qu'on recrute pour leur qualité à la fois de pédagogue et d'artiste. Il y en a qui nous écoutent actuellement, qui sont autour de cet écran. Des enseignements qui se déroulent en français, mais aussi parfois en anglais, comme c'est le cas par exemple cette semaine avec le Royal Shakespeare Company. Un environnement très riche pour les études, avec un centre de documentation qui est, on dit unique au monde, parce qu'on a énormément en fait d'ouvrages et de documents audiovisuels à disposition. Donc les étudiants ont le centre de documentation en permanence à disposition avec des documentalistes qui les aident dans leurs recherches. Un contact permanent avec les chercheurs par le biais de la chaire. On accueille à peu près 40 chercheurs en résidence par an, sur des durées qui vont de 1 semaine à parfois 2 mois, et qui viennent travailler au centre de documentation ou qui viennent voir des fonds, parce on traite plusieurs fonds d'archives. Et puis une ville et un territoire agréable, comme certains d'entre vous connaissent, voilà, 2 heures de Paris, 2 heures de Bruxelles et 1h30 du Luxembourg. Donc on est quand même très très bien placé. Voilà, ça n'avance plus. Alors je vais vous présenter un peu les... Il est parti un peu trop vite, excusez-moi. Je vais vous présenter un petit peu les espaces de l'école. Donc dans l'école, on a... Pardon, ça s'emballe un peu. On a donc un théâtre d'une centaine de places avec un gradin qui est rétractable, qui permet d'avoir un grand espace de travail avec, comme vous voyez, de la lumière, du son, de la vidéo, tout ce qu'on veut. Là, on voit, dans l'autre sens, on voit la scène, une très grande scène.
des ateliers, comme là par exemple l'atelier menuiserie, avec tous les équipements en machine, des ateliers d'art plastique, il y en a plusieurs, où les étudiants voilà, peuvent travailler leurs marionnettes. Des salles de travail qu'on appelle des salles d'expression. Alors c'était appelé salle d'expression corporelle, mais en fait c'est des salles d'expression où on travaille le théâtre. Il y en a 3 dans l'école. Il y en a une qui est complètement noire. En fait, on peut avoir le noir complet. Bon, je vous ai pas mis la photo parce que forcément on voit pas grand-chose. C'est noir. Alors l'ESNAM, qu'est-ce que c'est? C'est une formation de 3 ans qui aboutit à un diplôme national supérieur professionnel de comédien reconnu par le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, et une licence art du spectacle parce qu'on a un partenariat avec l'université d'Amiens, qui n'est pas très loin de Charleville-Mézières. Ce qui permet après aux étudiants de poursuivre en master. Pour entrer à l'école, il y a un concours qui se déroule tous les 3 ans. Le prochain concours, c'est en avril 2024. Il faut avoir plus de 18 ans, moins de 27 ans, même si on accepte un peu au-dessus de 27 ans. Il faut être titulaire du baccalauréat ou un équivalent si on est à l'étranger. Il faut avoir une pratique théâtrale d'au moins 1 an. Et puis pour les étudiants étrangers, il faut être capable de s'exprimer, on va dire, normalement c'est marqué correctement en français, mais c'est d'avoir des bases de français. Alors le concours, c'est un dossier administratif et de motivation qui est assez important. On sélectionne 60 personnes. Ensuite, il y a une première audition avec toute une série d'épreuves qui passent devant un jury. Et là, on sélectionne 35 personnes. Et ensuite, les sélectionnés font un stage de 2 jours. En 2 jours, ils voient 4 fondamentaux de la marionnette: art plastique, manipulation, théâtre et travail du corps. Et ça nous permet de voir un petit peu comment ces jeunes évoluent ensemble, à la fois dans un groupe, mais aussi personnellement, de mesurer leur niveau. Et ensuite, ça se termine par une dernière audition qui a lieu devant un autre jury, où là, il y a une épreuve qui doit être réalisée. Ils ont à leur disposition un carton avec du matériel dedans, tous le même matériel. Un texte qui est un texte différent parce que pour le jury, ça serait trop compliqué d'avoir 35 auditions identiques. Donc, ils peuvent fabriquer. Ils ont 1 heure pour préparer ça, pour préparer l'audition, et ensuite, ils passent devant le jury. Et on en retient 16. Alors, la formation, c'est une formation donc de haute qualité, comme vous le savez, qui alterne à la fois des cours très réguliers, qui ont lieu toutes les semaines, généralement tous les matins de 9h à 11h, des stages avec des artistes qui durent de 1 à 3 semaines, ça dépend de la discipline, et puis des créations avec des marionnettistes, des metteurs en scène, des artistes, etc. Et pas uniquement d'ailleurs, pas toujours des marionnettistes, mais la plupart du temps, c'est quand même des marionnettistes qui animent ces stages. Un travail sur la professionnalisation et le métier qui est accompagné par une équipe. Un parrainage, ça c'est nouveau, qui a lieu tout au long de la formation. Cette année, ce sont les Anges au plafond qui démarrent ce parrainage-là. On espère mettre en place un parrainage plus international dans les années qui viennent. Et puis une école qui est très ouverte et tournée vers l'avenir, parce qu'on y travaille aussi bien des disciplines comme les arts numériques, je pense à ça par exemple, ou d'autres disciplines qui ne sont pas nécessairement des disciplines directement liées à la marionnette, comme le clown, comme la danse contemporaine, voilà, ce type de choses. En première année, il y a 1670 heures de cours. En fait, chaque année, il y a 1670 heures de cours. Le cursus, il est découpé en 6 semestres, donc 6 demi-années, et après chaque demi-année, il y a une évaluation et on continue en fait le programme par la suite. Donc en première année, on voit les fondamentaux de la marionnette,
toutes les bases, parce qu'on a des étudiants qui arrivent, qui ont très très peu d'expérience, et il faut vraiment qu'ils découvrent tous ces fondamentaux. Un travail important sur le jeu d'acteur qui se fait avec la Royal Shakespeare Company. Alors, pourquoi le théâtre anglais? Parce qu'on s'est rendu compte que la façon de pratiquer le théâtre en Angleterre est beaucoup plus physique qu'en France, qui est plutôt un théâtre plus intellectuel. Elle est beaucoup plus collective aussi, beaucoup plus chorale, et que ça correspondait beaucoup mieux, ça préparait beaucoup mieux les jeunes à la manipulation de la marionnette derrière et à l'interprétation avec un objet ou avec une marionnette. Travail important de manipulation et de délégation avec l'apprentissage de 3 techniques différentes la première année, 3 autres techniques la deuxième, 3 autres techniques la troisième. Un travail important sur le corps, le mouvement et les objets, je reviendrai dans le détail tout à l'heure. Travail important sur la voix et puis la construction. J'ai une petite interférence. Excusez-moi, si vous pouviez couper votre micro, ce serait super. Voilà, merci. Alors, le jeu d'acteur, ça se fait en cours régulier, notamment la première année, parce qu'on a 2 types d'étudiants. Certains ont des expériences très fortes en arts plastiques et d'autres des expériences très fortes en théâtre. Et pour une remise à niveau, on leur donne des cours pour les plasticiens, pour les artistes plasticiens, on donne des cours toutes les semaines de jeux d'acteurs. Et pour les acteurs, en fait, on leur donne des cours de construction et d'art plastique régulièrement pendant toute la première année. Dans les stages, comme je disais en ce moment, ils sont en train de travailler avec la Royal Shakespeare Company. Donc là, ils travaillent que le théâtre uniquement. Et puis dans toutes les créations qui se font, le jeu d'acteur est travaillé. C'est très important. La manipulation, donc elle se fait aussi dans les stages, donc ils travaillent là cette année beaucoup, alors avec les anges au plafond, mais aussi avec des marionnettistes qui font partie de l'équipe de Philippe Gentil. Il y a pas mal de marionnettistes en fait qui interviennent sur le jeu, sur la manipulation. Ça dépend en fait aussi des disciplines. Après, on fait intervenir Neville Tranter. On fait intervenir évidemment Fabrizio Montecchi qui est peut-être encore avec nous sur le théâtre d'ombre. Voilà, je vous cite quelques noms comme ça au passage. Et la première année, on aborde beaucoup la marionnette à gaine avec Brice Coupé. Et la fin de l'année se termine par un petit spectacle, un spectacle qui est présenté, un vrai spectacle en fait, qui est présenté au public sur plusieurs représentations. Donc on travaille aussi la marionnette portée, bien sûr, c'est ce qui vient en premier, avec fabrication à chaque fois et manipulation derrière. La marionnette sac avec Patrick Conan et puis les ombres avec Fabrizio. Tout le travail de corps et de mouvement se fait avec Claire Egan, avec des cours réguliers, et ils ont également toutes les semaines un cours d'aïkido. En fait, ils démarrent la semaine comme ça. Ça leur fait beaucoup de bien. Le lien entre l'aïkido et la manipulation est aussi quelque chose qui est très important. Et en troisième année, ils ont en plus des cours de tai chi. On travaille sur l'énergie, travaille sur le corps, etc. Le travail sur la voix parlée et la voix chantée. Toutes les semaines, ils ont aussi des cours de chant régulièrement. Et sur la voix parlée, c'est plutôt sous forme de stage. Je suis en train de chercher qui est-ce qui intervient en voix. Je vais le retrouver tout à l'heure, je vous le redonnerai tout à l'heure. Alors, la construction, là on voit un stage avec John Roberts sur la fabrication d'une marionnette à fil, dans le travail de sculpture sur le bois. La première chose qu'ils font, c'est de construire leur boîte à outils qui va les suivre pendant toute la durée de la formation. Donc c'est un stage important parce que pour les plasticiens, eux, ils savent bricoler, ils savent planter un clou, ils savent visser, ils savent coller.
Mais les gens qui ont fait que du théâtre ou que de la marionnette en théâtre, ils ont beaucoup de mal en fait à travailler avec leurs mains. Donc ce stage, il est vraiment extrêmement important. Donc boîte à outils, mais aussi régulièrement des cours de dessin, des cours de sculpture, des cours d'art plastique de manière générale. Et il y a quelque chose qui est beaucoup abordé la première année, c'est le papiétage. Le travail avec construction de marionnettes avec du papier. D'une part parce qu'il y a une recherche aussi qui est faite avec la chaire de recherche ICIMA sur les questions d'écologie et de construction. C'est comment est-ce qu'on construit une marionnette sans trop avoir de traces carbone. Voilà. Donc en fin de première année, je disais, il y a la création d'un spectacle de marionnettes à Gênes, avec travail de construction, travail de dramaturgie, travail de jeu, sur un texte contemporain, d'un auteur contemporain. C'est Brice Coupet qui travaille dessus, mais il travaille aussi avec une dramaturge et il assure lui la mise en scène, et avec Enat Landais qui travaille sur la construction avec les étudiants. Et tout au long de la formation, il y a des cours de langue, anglais, espagnol et français pour les étudiants étrangers. Les étudiants font aussi des recherches personnelles au centre de documentation et nous présentent des performances toutes les 2 semaines à l'ensemble de l'équipe et à l'ensemble de personnes qu'on va inviter lors de ces soirées. C'est très très réjouissant. Donc ils présentent un artiste, un courant artistique, plusieurs artistes, enfin ce qu'ils veulent et ce qui les inspire. Et puis également, il y a tout un travail régulier d'apprentissage sur les techniques de son, les techniques de lumière et les techniques de régie. Et puis la dernière chose, c'est l'histoire de la marionnette. Alors avec des cours d'histoire de la marionnette, mais aussi des sorties au spectacle très régulières et des analyses de spectacle ensuite, et des rencontres avec les équipes artistiques. Quelque chose qui est aussi abordé dans la formation, c'est le film d'animation de marionnettes avec trois volets. Un premier volet la première année où c'est plutôt l'histoire du film d'animation de marionnettes. On a la chance à Charleville-Mézières d'avoir quelqu'un qui a une collection absolument incroyable de films de marionnettes. Et en deuxième année, ils écrivent un scénario et en troisième année, ils réalisent leur film. Je pourrais vous envoyer les liens pour voir les films qui ont été réalisés l'an dernier sur le site de l'Institut. Donc voilà, il y a aussi des cours de dramaturgie de manière très régulière, du théâtre masqué et du clown. Et puis la dernière chose, c'est la connaissance du métier, c'est-à-dire plusieurs modules. Alors on ne fait pas tout d'un coup parce que c'est quelque chose qui peut être un peu pénible. C'est pas forcément drôle, mais ça fait partie du métier. C'est comment on apprend à écrire un dossier artistique, une intention artistique. Comment est-ce qu'on apprend à gérer sa compagnie? Quelle est la réglementation en matière d'intermittent du spectacle, puisqu'on a ce régime en France? Comment est-ce qu'on produit son spectacle? Comment on le diffuse? On fait des budgets, des dossiers, etc. Voilà. Alors, en deuxième année, ça va être très rapide parce que j'ai quasiment tout dit tout à l'heure. Là, on voit une photo d'une création avec Anna Ivanova et Philippe Rodriguez-Jorda, qui a été présentée juste avant la crise sanitaire. Il y a une création collective en deuxième année, en milieu d'année, avec une mise en scène professionnelle. Et en fin d'année, sur la deuxième année, il y a 2 créations avec 2 équipes différentes, ce qui permet de montrer aussi la diversité des arts de la marionnette et de faire en sorte qu'ils aillent sur plusieurs territoires. Donc voilà, j'ai mis une photo d'un stage d'ombre avec Fabrizio qui a eu lieu l'an dernier.
Donc sur l'ombre, par exemple, Fabrizio pourra en parler beaucoup mieux que moi, évidemment, parce que c'est lui qui a mis en place cette pédagogie. Mais comme le corps et le mouvement avec Claire Egan, ce sont des modules en fait qui évoluent d'année en année et les étudiants les retrouvent à chaque fois d'année en année, comme le théâtre avec la Royal Shakespeare Company. Théâtre d'ombre, c'est la même chose et jeu d'acteur également. Ça, j'en ai déjà parlé, donc il y a des cours aussi de politique culturelle. Il y a un travail aussi sur l'éducation artistique et culturelle où les étudiants peuvent aller faire des projets avec des enfants, par exemple, ou avec des personnes handicapées, ou en milieu hospitalier, ou avec en milieu carcéral avec des prisonniers, par exemple, ou dans les quartiers, simplement. Et des présentations très régulières. Tous les 2 mois, il y a une présentation d'une fin de stage devant un public. En 3e année, donc là je vous montre un exemple d'un stage de modelage sur modèle vivant. En 3e année, alors ils ont un stage Muppet assez conséquent avec Neville Fantard, construction et manipulation et réalisation d'un petit spectacle. Il travaille également la marionnette à fil, j'en ai parlé tout à l'heure, avec, soit avec Stéphane Mottram, soit avec Franck Zolneux. On retrouve le module d'ombre et le module corps et objet avec Claire Egan. Et puis surtout, les deux événements importants de cette dernière année, 3e et dernière année, c'est la création d'un solo de 10 minutes qui créent complètement à partir de leur propre idée. Ils doivent développer un projet artistique autour du solo, réunir une petite équipe. Ils sont accompagnés par plusieurs professionnels, dont Nicole Mossou, par exemple, que vous connaissez. C'est quelqu'un qui aime beaucoup faire ça. Alexandra Villiers, qui est la directrice pédagogique actuelle, qui travaille plutôt sur des aspects de jeu. Sur la construction aussi, ils sont accompagnés, ils réalisent tout de A à Z, c'est-à-dire y compris la présentation de leur projet devant des professionnels. Et puis en la fin, il y a les projets de fin d'études, voilà, qui sont des vraies créations professionnelles. Cette année, on a travaillé avec 2 équipes, voilà, sur deux projets qui sont sortis et qui, en principe, comme les solos, peuvent être présentés dans les théâtres dès qu'ils sont sortis de l'école. Et on les accompagne pendant 3 ans après l'école pour les aider à trouver leur place, soit en tant qu'interprète, soit en tant que créateur. Mais le plus souvent, c'est en tant qu'interprète, parce qu'en France, surtout avec la crise sanitaire, tout est un peu bouché en ce moment. Et le conseil qu'on leur donne, c'est de faire leur premier pas comme interprète dans des équipes et dans des équipes solides. Par exemple, il y en a une qui a été embauchée par Ingrid Aspelli, de la compagnie Plexus Polaire, là dernièrement, et qui va être en compagnonnage, en accompagnement pendant 3 ans et travailler avec elle sur ces projets. Donc ça, c'est formidable parce que ça va contribuer à la faire connaître, voilà, en tant qu'artiste marionnettiste. Je vous montre une photo d'un solo, du solo de Coralie Brugier, qui a été créé il y a 1 an. Voilà, donc l'équipe qui accompagne, je disais, Enat Landais, Brice Coupet, Alexandra Huillier, Nicole Mossou, Pauline Timonier pour la dramaturgie et Laurence Ackermann pour la question de la réalisation de leur dossier et de la présentation devant des professionnels de leur dossier. Ces spectacles sont repris au Festival mondial quelques mois plus tard, au mois de septembre. Là, c'est une photo qui est tirée de la bataille d'Escandar, qui a été créée par Émilie Flacher, qui sont des compagnies en France voilà, très reconnues. Et celle-ci, si vous avez l'occasion de le voir, qui est vraiment un magnifique spectacle, Everest, qui est un spectacle qui va vraiment tourner dans 2 ans, qui a été mis en scène par la compagnie Troéol, qui est une compagnie installée en Bretagne.
avec marionnettes portées, marionnettes sur table. Enfin, il y a plein de choses dans ce spectacle de l'ombre. C'est vraiment magnifique. Et puis, je veux très rapidement vous parler de la mobilité dans l'espace européen, puisqu'on est signataire de la charte Erasmus, comme d'autres écoles, où on peut accueillir des étudiants étrangers par convention, avec des durées de 3 mois à 1 an pour suivre une partie du cursus. Et puis, on peut, nous aussi, enfin, nos étudiants peuvent aussi aller travailler dans d'autres écoles. Et on peut faire des échanges entre des écoles européennes. Il y a de l'argent pour le réaliser. Là, on est en train de préparer un projet avec l'école Ernst Busch à Berlin, où les deux promotions vont travailler ensemble avec, sur le théâtre d'objets avec Cathy Deville. Je donne un exemple, voilà, mais il peut y en avoir d'autres. Et puis dans les autres projets qu'on a, ça, ceux de la commission connaissent bien ce projet, qu'on mène avec Patricia Gomis, où on a pour objectif, avec Jarama et l'École nationale des arts de Dakar, de créer une filière de la marionnette au Sénégal, une filière complète avec un enseignement supérieur, d'enseignement supérieur à l'École nationale des arts de Dakar. Donc là, c'était le premier stage avec Brice Coupet en Afrique. Voilà, et puis on a comme projet aussi la création d'un réseau d'écoles à l'échelle européenne, dont on a déjà un petit peu parlé. Voilà, il faut qu'on avance dessus. La création d'une formation de constructeurs, uniquement de constructeurs de marionnettes, chose qui n'existe pas en fait en France. Et puis il y a le projet de la Cité des Arts de la Marionnette qui va être quelque chose d'extrêmement important. L'idée, c'est de créer un pôle d'excellence des arts de la marionnette à Charleville-Mézières avec le festival, l'Institut, avec son école bien sûr, et puis le musée de l'Ardenne qui va devenir un musée de la marionnette. Voilà, pour mettre de la marionnette partout à Charleville, partout sur le territoire. Il y en avait déjà beaucoup, mais... Alors, je vais vous passer un petit film. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Et on Philippe. peut passer aux questions. Oui, 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 bien sûr. Merci, Alors, merci. je vais couper le diaporama. OK. Voilà.
qu'on puisse se voir. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup, Philippe, pour ta présentation assez claire, assez intéressante sur l'histoire et sur le fonctionnement maintenant de l'école. Donc, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Donc, si vous voulez de faire des questions, on peut écrire dans le chat ou prendre la main parce que nous ne sommes pas beaucoup de personnes ici. Donc, je pense qu'on peut même ouvrir le micro et faire la demande. Oui? Nous avons, nous avons déjà une question sur le chat de Véronica Dor. Oui, qui dit, Je j'ai vais fait la un lire, stage, ouais, je la Oui, s'il te vois. plaît, Nina, lire. Oui, Nina. Oui, en 1979, j'ai fait un stage à l'Institut où le directeur était un certain François Larose. Qu'est-il devenu dans l'histoire? Eh ben, je ne sais pas. J'avais posé cette même question en arrivant à l'Institut. Moi, je suis arrivé à la direction de l'Institut il y a 3 ans seulement. Et j'avais vu sur les documents qu'il avait été directeur juste avant Margareta, je pense, pas très longtemps. Et je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. J'ai posé la question et personne ne sait me répondre. Mais peut-être que quelqu'un a la réponse. Marek, tu as la réponse. Et Ton le micro, micro est fermé. ton micro est fermé. Ouais. Peut-être je peux ajouter quelques mots parce que ma première visite à l'école à Charleville était juste au moment que François Larose a fait la fonction de directeur. Je crois que Greta peut ajouter quelque chose plus concret sur cette époque. Mais il était premièrement l'administrateur si je me souviens bien, l'administrateur de l'Institut parce que c'était quelque chose d'absolument nouveau. Et après des années, je ne me souviens pas exactement, il est parti en Afrique, à mon avis. Il a travaillé dans un institut français, quelque chose comme ça, comme l'administrateur. Donc, sans d'autres contacts avec l'art de la marionnette. C'était une aventure assez formidable parce qu'il était très gentil et très bon camarade, mais après ça, il a coupé les contacts avec les milieux de marionnettistes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il a eu vraiment grand famille parce que j'ai visité lui, lui à la maison, c'était formidable. Et c'était vraiment le commencement de l'Institut. Donc voilà, comme ça. Ok, Véronica. Non, c'est parce que je pense que dans l'histoire de l'Institut, c'est peut-être important de signaler que l'Institut a été fondé, certes, par Jacques Félix, mais que c'est à partir de la fondation de l'école que c'est devenu ce que c'est. Et là, on dit l'Institut a été fondé par Jacques Félix et Margareta Nicolescu, ce qui prête à confusion, puisque moi, j'y ai vu François Larose. C'est tout simplement pour établir un petit peu l'histoire de l'Institut, qui, ça ne change rien, mais ça reste, je pense qu'on n'élimine pas. Oui, il y avait d'autres personnes aussi, je pense. J'aimerais préciser ici, parce que comme j'ai regardé les documents, enfin, j'ai fait de l'ordre dans les documents de ma mère et il y a des publications qui sont parues à ce moment-là. L'Institut a été cofondé, ça c'est dans les documents officiels, par Jacques Félix, Henryk Jurkowski, qui était un bon ami à Jacques Félix et conseiller, et Margareta Niculescu. François, là, donc, c'est les 3 cofondateurs officiels
mentionné dans les documents officiels. François Larose, que j'ai rencontré aussi parce que nous étions tous ceux qui étaient à ce moment-là proches de la marionnette, on était là. François Larose a été nommé, si je me souviens bien, par le ministère. Il est venu comme administrateur, comme directeur administratif. C'est tout ce que je sais. Donc, il n'est pas un fondateur, mais il a été le premier directeur de l'Institut. Voilà, pour faire, comme tu l'as dit, être correct. Et il y avait un maire formidable qui a été essentiel dans l'établissement, la naissance de l'Institut, André Lebon, qui était un type qui aimait la culture et qui, dû à lui aussi en grande partie à son support, et aux relations politiques de Jacques Félix en ville et dans la région, l'Institut a pu être né. C'était tout un contexte. Je voulais demander une chose. Oui. Est-ce qu'il y a des gens, des participants qui ne comprennent pas le français? Are there participants who don't understand English? Oui. Jenny de la Corée. Yes, please be aware. Please, we invite you to ask your questions in English. Most of us speak both French and English, and we can translate it if the question is addressed. Philippe understands English quite well, so please ask questions. There is, yes. Sorry, but Jenny, il a mis en question dans le chat. Est-ce que tu peux lire, Nina? Oui, elle a mis en français. Oui. Elle a mis en français en temps réel via Google Voice. Elle vient d'écrire. Mais OK, je vais lire en français alors. Donc, Philippe a dit qu'une fois le stage terminé, il deviendrait le représentant de la troupe. Je pense que devenir représentant immédiatement après l'obtention du diplôme peut être un fardeau psychologique pour les étudiants. De plus, y a-t-il de petits rassemblements dans le cadre du programme d'études ou de la communauté après l'obtention du diplôme de l'ESNA? Oui, alors je peux répondre. Nous suivons les étudiants après leurs études pendant 3 ans avec des dispositifs d'aide financière, soit pour leur création en les accueillant en résidence à l'école, soit en les aidant à être embauchés par des troupes extérieures, d'autres équipes artistiques. Et le conseil qu'on leur donne, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt dans un premier temps d'être plutôt interprète dans une équipe artistique plutôt que de créer leur propre troupe. Je te laisse peut-être traduire, Irina. Je pense qu'elle a le Google Assistant. Comme elle fait comme ça, je pense qu'elle t'a suivi en anglais. Okay. Do you understand, Jenny? Okay. Do you understand my answer? Yes. Yes. Alors, en ce qui concerne des petits rassemblements où alors il y a depuis le mois de septembre la création d'une association des anciens élèves de l'école. C'est très nouveau et je pense qu'il va y avoir certainement des liens qui vont se créer entre ces anciens élèves pour développer non seulement des projets ensemble, mais surtout pour aider les jeunes qui sortent à intégrer le métier
parce qu'en ce moment, on sait que c'est difficile à cause de la crise du Covid-19. C'est très compliqué. Il y a beaucoup en France en tout cas, mais je crois que dans d'autres pays c'est aussi le cas. Il y a une sorte d'embouteillage, de bouchons en ce moment où beaucoup de créations n'ont pas été montrées et on a demandé, nous, au gouvernement qu'il mette en place des mesures spéciales pour aider les jeunes un peu plus dans leur recherche de travail à la sortie de l'école. Et puis la dernière chose que je voudrais dire sur cette question-là, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité entre les différentes promotions parce qu'ils se connaissent bien. Il y a même des anciens élèves qui viennent enseigner à l'école et que par cet environnement-là, les étudiants à la sortie peuvent très facilement trouver du travail. On est à peu près à presque 100% de réussite à la sortie de l'école pour intégrer une équipe artistique ou pour créer un projet. Et puis on est en train de faire l'expérience en ce moment, alors je ne sais pas comment traduire ça en anglais, mais d'un incubateur culturel. C'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est-à-dire que un jeune artiste qui veut développer son projet artistique va recevoir une aide par une équipe. C'est gratuit pendant 1 an et va être suivi pas à pas, d'étape en étape, pour structurer sa compagnie, pour trouver de l'argent, pour trouver des partenaires, pour trouver des théâtres qui vont les accueillir en résidence, etc., etc. Et ça marche. Ok, ok. Merci Philippe, merci. Yanni Jung, Pardon, Tito, juste pour dire que moi, j'ai traduit pour Jenny in Nima Korea directly. J'ai traduit directement sur le chat en anglais pour elle. Ok, merci. Merci Nina, merci beaucoup. Philippe, une première félicitation pour la poursuite pour les étudiants qui sortent de l'école. Parce que quand j'étais là, je crois que quand Alès était là, ce n'était pas le cas. On n'avait pas de grandes poursuites pour les soutiens après l'école. C'était fini, c'était fini. Et je pense que c'est super important de continuer les premières années, quand on cherche à être professionnel, d'avoir un soutien de l'école. Des questions que je voulais demander, je vois comme le plus en plus de formation est pour les acteurs marionnettistes, interprètes plutôt que les créateurs, ce que je trouve normal d'un part, mais d'un autre part, c'est très important qu'il y ait les gens qui pensent aussi en tant que créateurs. Ils ont explorer, développer leur vision artistique. Et je vous demande s'il y a une deuxième partie de la formation qui se forme un jour dans le futur, peut-être, si ça se fait couramment, pour une maîtrise, un deuxième. Parce que c'est dans la maîtrise qu'on développe vraiment la vision artistique plus en tant qu'artiste. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous explorez On est en train de réfléchir sur cette question-là avec les 2 universités partenaires, celle d'Amiens, qui délivre la licence et qui a déjà un master qui n'est pas complet sur la marionnette, mais qui a déjà un petit master avec Sylvie Bayon, avec le tas de sable. Et l'idée, c'est vraiment de créer un master recherche-création qui permettrait de poursuivre les études d'interprète pour les personnes en fait qui veulent après
aller directement sur le champ de la création, parce que c'est vrai que notre formation, elle ouvre, pour certains en tout cas, elle ouvre des envies très fortes de créer, mais la formation de 3 ans ne suffit pas. Et donc l'idée là, et puis autre travail qu'on essaie de mener, c'est sur ce qu'on appelle la pré-filière, c'est-à-dire avant l'école, parce qu'on voit aussi qu'on a parfois des étudiants qui sont mal préparés. C'est pas la préparation au concours, ça c'est pas bien. C'est plutôt une préparation à l'école, c'est-à-dire d'avoir quelques acquis avant d'intégrer l'école qui permettent après d'aller un peu plus vite dans la formation. Et on a aujourd'hui en France, il y a quelques conservatoires qui commencent à avoir des envies de développer la marionnette dans leur formation en conservatoire. Conservatoire, généralement, c'est région ou département ou ville. Ce sont des écoles, en fait, où il y a de la musique, du théâtre et de la danse. La marionnette est très, très peu représentée. Donc, c'est aussi une manière d'amener les arts de la marionnette dans ces formations-là. C'est tout un réseau hein, sur le plan français. Je ne sais pas si j'ai répondu, Jeanne. Oui, merci. Oui. Donc j'espère que d'ici 3 ou 4 ans, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, m'a-t-on dit, on pourra annoncer la mise en place d'un master création à l'ESNAM. Nous avons une question aussi, une nouvelle question de Véronica, oui. Pardon. Donc, elle demande, est-ce qu'il y a toujours 2 promotions ou une seule à l'école? Il y a une seule promotion actuellement à l'école. Pour des raisons strictement financières, on a été dans l'obligation, en fait, c'était pas tout à fait 2 promotions, c'était une promotion qui rentrait tous les 2 ans. Donc une année, il y avait 2 promotions, une année, il y en avait une année, il y en avait 2. Et le ministère nous a dit, les années où il y a 2 promotions, on ne vous donne pas plus d'argent, il va falloir faire avec et imaginer des cours mutualisés, des cours ensemble. Mais ce n'est pas possible. Le niveau est trop en décalage entre des jeunes qui rentrent en première année et ceux qui passent en 3e année. C'est absurde. Et donc j'ai demandé à prendre cette décision tant que le gouvernement ne donnait pas plus d'argent pour préserver, de garder en fait une seule promotion, mais d'augmenter la promotion. On est passé de 12 étudiants sur l'avant-dernière à 16 étudiants. Voilà la réponse à Véronica. Philippe, je voudrais te demander, Philippe, est-ce qu'il y a des liaisons avec des autres universités pour interchanger professeurs, étudiantes? Alors, c'est quelque chose que moi j'aimerais développer de plus en plus parce qu'on peut le faire à l'échelle européenne avec Erasmus, surtout avec le nouveau programme où avant c'était la mobilité d'un seul étudiant qui était pris en charge. Un étudiant, par exemple, de l'ESNAM qui veut aller, ça a été le cas à Białystok, par exemple, ses frais étaient pris en charge, son hébergement, son voyage, ses repas, les frais d'études étaient pris en charge par Erasmus. Donc ça, c'est vraiment très bien comme programme. Et le nouveau programme permet des échanges de groupes complets. Et on est en train de monter avec l'école Ernst Busch à Berlin un projet de création conjointe avec des étudiants d'Ernst Busch et des étudiants de l'ESNAM. Ça va être quelque chose d'assez nouveau.
je pense, est très intéressant. Oui, très intéressant. Oui, 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 oui. Oui. Et au niveau du professeur aussi, il Oui, y a au des niveau des échanges? professeurs, c'est aussi possible, mais pour l'instant, il n'y a pas j'ai pas vu de demande de fait parce que nos enseignants, en fait, ils viennent souvent. Il y a les cours réguliers. Donc là, les cours réguliers, c'est avec des gens qui habitent pas très loin ou sur Paris ou à Charleville ou à Reims. Charleville, quand on a de la chance. Comme les cours sur le cinéma, on a la chance d'avoir une structure tout près. Mais sinon, pour les autres, ils viennent de l'extérieur. La Royal Shakespeare Company, William Kentridge, il habite en Angleterre. Donc, il vient habiter sur place. Avant, il logeait à la villa. Maintenant, on a loué des appartements. Donc, il loge dans des appartements quand ils viennent ici. Du coup, c'est très compliqué pour des échanges parce qu'ils repartent ensuite, quoi. Ils sont pas fixes. C'est pas comme une université, tu vois, où il y a Oui, oui, oui. où il y a des professeurs fixes, quoi. Oui, oui. Merci. Nous avons une question de Franz Hackermas en anglais. How much a student have to pay? Non, it's free, c'est gratuit. Les études sont gratuites. C'est une école publique. Et les études sont entièrement gratuites, y compris pour les étrangers, comme pour les Français, comme pour les étrangers. Et les frais qu'ont les étudiants, c'est l'hébergement et les repas, mais il y a des aides qui existent. Il y a des bourses qu'on peut solliciter. Et pour les étudiants étrangers, on a mis en place depuis longtemps un fonds, une aide de soutien pour les aider à payer leur loyer, leur logement, leur repas. Mais sinon, tout le reste est pris complètement en charge. C'est Merci. gratuit. Voilà. C'est clair. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Je ne crois pas. Je crois que je ne sais pas Peut-être si quelqu'un d'autre. State Madalina? Dans le chat, je ne vois pas. Non. Ok. Ouais, tu disais, Nina, on n'entendait pas le son du film, c'est ça? On entendait très au fond le son oui, de votre film, oui, mais parce que pas de c'est problème. Ouais, c'est le son de l'ordinateur, ouais. En fait, mais je vais peut-être mettre le lien, que je le retrouve. Parce que sur le site internet de l'Institut, qui est en français et en anglais, j'ai mon écran qui s'est fermé. Il y a plein d'informations que je n'ai pas pu vous donner là parce qu'on n'avait pas le temps. Mais vous pourrez aller voir. Les plans de formation? Ouais, je vais vous mettre le lien, si je le trouve. Alors oui, j'ai oublié de dire, on organise aussi une journée porte ouverte à l'occasion de la journée mondiale de la marionnette. Et l'an dernier, on a fait une journée porte ouverte en numérique, uniquement en numérique, avec des événements. Les étudiants vont visiter l'école d'une manière particulière. On peut jouer à un jeu qui s'appelle Marionnem, qui est un jeu qui permet de nommer, de jouer avec les mots des arts de la marionnette. Par exemple, qu'est-ce que c'est une tige? Alors, pour l'instant, c'est en français, mais ils sont en train d'imaginer une version anglaise du jeu.
Il y a des petites vidéos qui sont montrées. Voilà, c'est très sympathique. Et toute l'école est ouverte complètement à la population. Il y a plein de monde qui vient faire des ateliers pour les enfants, plein de choses qui se passent. Et ce sont les étudiants qui prennent en charge une grande partie avec l'équipe, qui prennent en charge toutes les animations pendant cette journée-là. Alors, je vais trouver la formation. Voilà. Je vous mets le lien. OK. Tito, j'ai une Puis, autre question. Voilà. Oui, Jenny, s'il te plaît. Philippe, c'est une autre question aussi. C'est une différence par rapport à quand Oui. j'étais à l'école. C'est Ouais. que j'ai vu que vous avez développé un, je ne sais pas comment dire en français exactement, poursuite des cursus. Par exemple, les ombres que vous faites 3 fois, vous revenez sur le même sujet avec les mêmes professeurs. Et Oui. ça, personnellement, je trouve que ça peut être super bien pour développer les connaissances en profondeur. Très intéressant. Et quand j'étais là, il y avait un professeur, Jean-Luc Félix, de les arts plastiques. Oui. Comment ça fonctionne maintenant avec les arts plastiques? Est-ce que c'est en stage comme les ombres? Ou est-ce qu'il y a les cursus qui se passent tous les semaines ou tous les jours, ou je ne sais pas. Comment ça se passe pour cet aspect-là? Et le design. Parce que quand j'étais là, c'était vraiment sur la construction, comment faire une articulation, par exemple, mais il n'y avait pas beaucoup de développement de comment faire un design pour la marionnette. Concept visuel, blablabla. Oui, oui. Et en expérience. Oui. Il y a des cours qui se passent toutes les semaines. En fait, ils ont des cours toutes les semaines. Ils ont 2 heures de cours par semaine, plus exactement, en art plastique, avec Barbara Mellois, qui est une ancienne de l'école, qui est ici à Charleville-Mézières, donc c'est très, très, très bien, où ils abordent le dessin, la sculpture, enfin, toutes les bases, en fait, des arts plastiques. Et puis, en plus, ils ont des stages assez longs, sur les différentes techniques de construction. Mais j'ai remis en place, en fait, avec Brice Coupet, quand on a travaillé l'an dernier, on a remis en place, en fait, les bases des arts plastiques parce que ça avait disparu. Quand Éloi Recoin était directeur, lui, il avait fait le choix pratiquement d'arrêter complètement. En fait, il y avait de la construction, mais les bases d'art plastique, en fait, avaient disparu. Et ça, on a remis en place ça parce que pour moi, c'est absolument nécessaire, surtout pour les étudiants qui ont fait que de la scène et qui savent pas utiliser leurs mains, qui savent pas forcément bien dessiner, qui sont un peu perdus. Pour moi, construire une marionnette, ça passe déjà par ces bases-là, quoi. Si on les a pas, on peut toujours essayer de fabriquer une marionnette, ça ira pas très très loin, quoi. C'est mon point de vue. Hein. Voilà. Et les stages, juste les stages, se passe avec Enat Landais, qui intervient à l'école depuis très très longtemps, et puis avec d'autres personnes qui, par exemple, ils ont un stage, alors on n'insiste pas énormément dessus, mais ils ont un stage en 2e année sur l'utilisation du latex, enfin de toutes ces techniques-là, avec des complexités de protection individuelle compliquées, parce qu'il faut une salle avec des aspirateurs d'air, et à l'école on n'a pas ça, donc j'ai passé un partenariat avec un institut d'ingénieurs qui est à Charleville-Mézières, qui travaille pour les centrales nucléaires, et eux ils ont tout ce qu'il faut en protection. Donc on va faire de la marionnette là-bas, dans ces endroits-là. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de cet endroit-là aussi, dans cet institut d'ingénieurs, il y a également un Fab Lab. Donc, il y a aussi une initiation aux techniques en fait de découpage par laser,
de numérisation d'objets en 3D et de fabrication d'objets aussi en 3D. Mais on n'insiste pas dessus. L'objectif, c'est pas d'en faire des spécialistes, c'est simplement qu'ils connaissent les techniques et pas forcément qu'ils la maîtrisent de A à Z sur ce plan-là. Voilà pour tout ce qui est construction art plastique. Et on a un projet, excuse-moi Nina. Est-ce que nous On a un avons une autre voilà. question? Oui, je ne sais pas par rapport, pardon, je ne veux pas vous interrompre. C'était oui. juste un petit supplément. On a en projet la réalisation d'une formation plus longue pour la construction, qui, si tout va bien, devrait démarrer en 2023, parce que l'école, elle est grande, elle permet d'accueillir pas mal d'étudiants, et il y a beaucoup d'ateliers. Et voilà, l'idée, ça serait de construire une formation, mais plutôt une formation professionnelle sur 2 ans, avec des modules de stage dans lesquels il y aura une promotion, en fait, une petite promotion. Et en plus, il y a des gens qui pourraient venir sur un seul stage, par exemple, pour s'initier à une technique particulière. Voilà. Mais ça sera une spécialisation pour la construction seulement. C'est ça, de toutes les techniques. Oui, c'est ça. Okay. Pardon, Nina. C'est terminé. Oui, il y a une demande très intéressante ici, non, Nina? Oui. Donc, Jenny demande, existe-t-il une atmosphère en Europe qui combine le théâtre de marionnettes avec une technique appelée métaverse? En Corée, nous expérimentons l'insertion du spectacle de marionnettes lui-même dans le mécanisme du métaverse pour montrer des images en direct, recevoir des réponses immédiates du public du spectacle de marionnettes en temps réel. Métaverse en étant la réalité augmentée. Comme un jeu général. Excusez-moi, je ne comprends pas bien qu'est-ce que métaverse. Moi, je comprends, moi. Oui. Ah, ok. C'est virtual reality. C'est le métaverse. Virtual reality, ok. Virtual reality. C'est la réalité augmentée. C'est des outils, en fait, qui servent, par exemple, comme les casques de réalité augmentée, c'est ça, je pense. Mais ça peut être aussi sur des écrans, mais c'est souvent... ça peut être dans une pièce, par exemple, où on a immergé dans un... Alors, j'ai déjà vu ça. Alors, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas à l'école, mais on accompagne des programmes de recherche dans ce domaine-là. Et il y a si ça vous intéresse, il y a une compagnie qui est installée à Reims, qui est un ancien élève de l'école, qui s'appelle David Girondin-Moab. Je pourrais vous envoyer les coordonnées si vous voulez. Il est en train de mettre en place un programme exactement ce que vous dites là, c'est-à-dire l'insertion de spectacles de marionnettes dans la réalité augmentée, avec une expérience pour le public. Et on doit accueillir cette expérience-là en résidence à l'école, à l'Institut à Charleville. Parce qu'il y a l'école, mais il y a plein d'autres activités. On accueille aussi d'autres choses, des laboratoires, par exemple, dans le cadre de la chaire de recherche ICIMA. Et ça va se faire l'an prochain. Donc, on peut correspondre sur cette idée-là. Moi, je peux vous donner les coordonnées. Et j'ai assisté à une expérience l'an dernier sur le théâtre forain. C'est l'université de Nantes, avec Françoise Rubellin, qui travaille sur ce département et qui, elle, fait des recherches, utilise la réalité augmentée pour montrer comment les spectacles de marionnettes se déroulaient au XVIIe siècle. Et c'est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, on pénètre dans un théâtre de foire à Paris. Ils ont travaillé sur une petite image qui est grosse comme ça, qui était sur une boîte de bonbons. C'est la seule image qu'ils avaient du théâtre. Ils ont tout reconstitué en 3D avec des plans qu'ils ont trouvés, qui étaient plus ou moins partiels. Et on peut se promener dans le théâtre.
on peut se promener derrière le Castellet, on peut voir comment les marionnettistes se préparaient, ou ce qu'on imagine à l'époque, dans une reconstitution. Et là, la prochaine étape, c'est de faire jouer des scènes de marionnettes de l'époque. Donc, c'était plutôt de la marionnette à gaine, de faire jouer des scènes de l'époque avec, parce qu'on a des images, avec les masques de l'époque, avec il y avait aussi de la marionnette à tringles, d'après mes souvenirs, et avec les costumes de l'époque, etc., et même avec du public, et que nous, on puisse voilà, s'asseoir dans ce théâtre virtuel, avec les lunettes sur la tête, donc on voit. Et c'est absolument, enfin, moi je ne connaissais pas, c'est absolument incroyable, tout ce que ça peut permettre. Je ne sais pas si c'est cela dont vous parliez. Ok, ok. Irina? I have a question for Jenny. When you have this experience with Metaverse, is your public online? Where is your public? Could you tell us a little bit how it happened, what you do, how you do it? Elle a écrit en français. En écoutant l'histoire de Philippe, ce n'est pas très différent de l'éducation, je pense que c'est ça. Ce qu'elle veut dire, parce qu'elle m'a écrit en Oui, direct. elle écrit direct. Oui, oui, oui. Oui, mais elle m'a écrit aussi de messages à moi en expliquant un peu plus. C'est que c'est très pareil à ce que racontait Philippe de l'expérience. Donc, c'est un type aussi de reconstitution. Il y a un jeu entre le public et la marionnette et les comédiens. Voilà. Et le public est sur Internet, le public est à distance ou il est dans l'espace même avec des lunettes? Je crois que le public est dans l'espace avec... Oui. Mais dans ce que Jenny, ce qu'ils font dans leur école, l'expérimentation, est-ce que l'expérimentation est avec le public qui est en présence dans le théâtre et se met des lunettes, ou le public est sur Internet et on fait une transmission digitale? Non, le public est présent au théâtre. Le public est présent. Donc, oui. Avec, oui. Avec des lunettes spéciales, donc ça permet d'avoir la réalité augmentée et la réalité, et parfois le public peut choisir aussi. C'est ça. Quelle réalité il veut faire partie. Ouais. Il veut en faire partie, oui. C'est comme un jeu. Oui, exact, c'est un jeu. C'est un jeu entre le jeu réel et le jeu avec la réalité augmentée. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est une expérience de spectateur très particulière. Parce que ce que veut mettre en place David, là, dans sa recherche, par exemple, c'est d'équiper les spectateurs avec des gants ou avec des choses sensorielles, en fait, qu'on enfile. Donc, ça peut être des gants, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et en fait, quand on se déplace dans l'espace, on peut à la fois toucher des objets, on peut toucher son voisin, avoir des interactions avec le voisin. Et l'idée, c'est de tester tout ça en temps réel, c'est-à-dire avec la marionnette, avec les marionnettes. Ça ouvre des possibilités absolument gigantesques. Je vais te demander, Philippe, qu'est-ce que tu penses sur cette avance de la technologie, parce que ça ne veut pas, dans cette manière, ne passe pas le phénomène théâtral d'être la réunion, la communion avec des autres personnes, non? Parce que chaque personne, c'est seulement avec son lunette. Donc,
sans relation avec d'autres spectateurs, non? Qu'est-ce que tu penses sur ça? Ah, Parce que moi, c'est personnellement, tranché. moi, j'étais avant de faire l'expérience, j'étais très, très sceptique. Je me disais, il n'y a pas de, de partage comme on peut avoir dans du spectacle vivant. Mais en fait, je me rends compte que la matière vivante, elle est quand même là. Que la manipulation, elle se fait en direct live. Il y a pas de, il y a pas de, il y a des choses qui sont préenregistrées, donc qui sont manipulées par le logiciel, etc. Mais euh, il y a des choses qui se font en fait de manière directe. Alors, ça marche pas encore très très bien. Il y a pas mal de bugs quand je l'ai fait. Des fois, ça se brouille, quoi. Ça marche pas bien, mais on peut toucher quelqu'un, on peut être à côté de quelqu'un, on peut ressentir quelqu'un. Ça, c'est tout à fait possible. On n'est pas complètement enfermé. Notre corps, il est là. Il est là sur place. Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre. Oui, bien Et sûr, je bien pense sûr. que c'est, quand je dis ça ouvre des portes absolument, des horizons absolument fantastiques. Euh, Parce que c'est quelque chose on est tout au début de l'exploration. Après, je pense qu'il ne faut pas perdre justement ce que tu disais, c'est-à-dire le côté humain en fait des choses et que on ne soit pas transformé en machine, mais qu'on maîtrise. Il faut qu'on continue à maîtriser, comme le marionnettiste, tente de maîtriser sa matière, quoi. Oui. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, Oui, c'est intéressant de réfléchir, non, sur ce qui se passe c'est ça. dans la liaison, dans les phénomènes théâtrales, cette nouvelle technologie, non? Ça Et ouvre. je voudrais poser une question pardon, je voulais poser une Oui. question à Jenny, moi, si c'est possible, Oui. de savoir si vous, en Corée, vous avez des laboratoires de recherche sur la marionnette et la réalité augmentée, sur ce type d'expérience. Je traduis directement pour Jenny au Ok. site. Elle m'a dit qu'elle voulait présenter peut-être quelque chose dans notre prochaine rencontre. Elle pourrait présenter. Et elle dit aussi qu'elle s'inquiète beaucoup que oui, il travaille sur les techniques de réalité augmentée et qu'une de ses soucis, c'est justement que peut-être la technologie avance trop, mais par rapport aux techniques et l'entraînement des bases de l'acteur, de marionnettiste, si les deux choses ne vont pas ensemble, peut-être que les gens deviennent trop obsédés par la technologie et ça l'inquiète. Donc, mais elle m'a écrit ça en direct et si elle pourrait partager peut-être quelque chose dans notre prochaine rencontre. Voilà. Oui, en parlant avant les rencontres avec Philippe, en parlant, je vous partager ça, et en parlant avec Jenny, de faire peut-être dans quelques mois avant, une rencontre avec la situation de l'école de Corée, parce que comme vous le savez, l'école de Corée est en train de formation, il ouvre ses portes dans le mois d'avril de l'année prochaine. Donc peut-être dans quelques mois, on peut faire une rencontre avec lui, avec elle, pour partager qu'est-ce qui se passe là, non? Pour tout le monde. Ça serait super. Yeah? Oui, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a une autre demande pour Philippe? Alessandra? Ton micro, non. On ne t'entend pas, en fait. Non. Attendez.
Vous m'entendez? Oui, Ok, maintenant oui. il s'est mis en marche. Donc oui, j'avais une question pour en fait essayer de donner une idée de l'ampleur de l'engagement de l'État et des différentes tutelles françaises pour pouvoir permettre la création et le maintien d'une école pareille avec un programme si vaste, si complet. Et donc, c'est intéressant pour les autres pays aussi de se rendre compte de quel est l'engagement de l'État et de toutes les tutelles, parce qu'il n'y a pas que l'État. Si tu peux nous donner cette idée. Merci, Philippe. Oui, oui, je peux donner quelques informations. Alors, je vais quand même regarder les chiffres pour être sûr, parce que je l'ai en tête, mais pas dans le détail. Parce que donc, comme je disais, il y a l'école, il y a la Cherissima, il y a le centre de documentation, il y a aussi de la formation professionnelle, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie de notre travail. Il y a des résidences, de l'insertion, etc. Et on est sur un budget global de 2 millions d'euros, à peu près, un petit peu plus. Et l'État, actuellement, nous attribue 1 150 000 euros. Ça vous donne un petit peu, voilà, une idée. Et les Pour autres l'ensemble. Pour l'ensemble. Pour l'ensemble, ouais. Oui, pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Et oui, parce qu'il y a le bâtiment, en fait, nous coûte extrêmement cher. Ça a été une très mauvaise surprise. Ça nous coûte très, très cher en maintenance. Pas en personnel, mais en maintenance. Les ascenseurs, les maintenances du théâtre, le nettoyage, tout. Enfin, vraiment, vraiment tout, quoi. Le chauffage, l'électricité, ça coûte très, très cher, quoi. C'était pas très bien étudié et ça, c'était vraiment une mauvaise surprise. Et puis, ensuite, dans les autres aides, il y a la région Grand Est, qui aide à hauteur de, je crois que c'est 300 000 euros, 290 000. Le département des Ardennes, en fait, a fait deux priorités, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont fait deux priorités. Une priorité sur les musiques actuelles, parce qu'à Charleville-Mézières, il y a un gros festival de musique rock. Et puis, l'autre priorité, c'est la marionnette. Donc, le festival et l'Institut, en fait, est aidé sur la marionnette. Je sais plus de tête, je crois que c'est 120 000, je peux me tromper, euros ou à peu près ça. Et puis ensuite, il y a la ville de Charleville-Mézières. En sachant qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'usines, d'entreprises qui ont fermé ces dernières années, sur ces 20-30 dernières années, et qu'il y a eu une perte d'emploi absolument énorme dans la région. Donc ce qu'on appelle nous les collectivités locales, donc villes, départements et villes et départements, ont très peu d'argent en réalité. Donc on ne peut pas leur demander plus. Et il y a un jeu entre l'État, comme partout sur le territoire, entre l'État et les villes et les départements en disant non, mais il faudrait que vous donniez un peu plus, c'est pas toujours à l'État de donner. Et les acteurs locaux disent non, c'est à l'État de payer, c'est une école nationale, donc il faut que ce soit l'État qui paye. Voilà, il y a toujours ce jeu-là politique. Ça répond, Alexandra? À peu près? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des autres questions? Bon, Philippe, merci beaucoup pour tout le temps, pour tout